Le classement vient de sortir et Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire font partie du top 10 des pays les plus endettés auprès du FMI. Tous des pays, en fait, c'est tous des pays, si on veut regarder des pays francophones. Fonds monétaire international. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble ce classement, mais surtout nous allons aller un peu plus loin pour comprendre le rôle du FMI et pourquoi il a une si mauvaise réputation. Et pourtant, à la base, le FMI se présente plutôt comme un pompier qui vient au secours des économies en crise. Mais dans la réalité, on dirait plutôt que ces solutions ressemblent à un incendie contrôlé qui appauvrit davantage les populations. Voyons donc ensemble comment les politiques du FMI ont contribué à maintenir le continent africain dans un cycle de dépendance économique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu es le bienvenu, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition On va pick-up, traverser la SUV, pub, on va berline traverser la en pub. fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un appartement de bon standing, on va se positionner. Et pour les amis de la diaspora, peut avoir. Donc si vous êtes centrafricain, si vous connaissez des centrafricains, enregistrez-vous, le lien est disponible dans la barre de description. Comme je le disais en introduction, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Sénégal font partie du top 10 des pays les plus endettés au quatrième trimestre 2024 auprès du FMI. Ceci demande bien évidemment la dépendance de nos pays, malheureusement, au financement extérieur pour faire face aux défis budgétaires et en plus, en particulier, pendant les Quatrième, euh, décembre, octobre, novembre. crise économique. Regardons donc ensemble maintenant les 10 premiers pays de ce classement-là et ensuite parlons un peu plus en profondeur du FMI, de son rôle et de ses précédents résultats. En tête de ce classement, nous avons l'Égypte qui a une dette de 9,45 milliards de dollars auprès du FMI. L'Égypte est confrontée à des difficultés continues pour stabiliser ses perspectives budgétaires et économiques. Ensuite vient le Kenya avec 3,2 milliards de dollars. On voit tout de suite que l'Égypte est vraiment très loin dans l'endettement auprès du FMI. Le Kenya, lui, poursuit ses réformes visant à gérer la... Vous savez, ce qui est particulier avec le classement, c'est ça montre à quel point plus vous êtes endetté, vous êtes développé. Dans la majorité des cas, c'est ça. C'est-à-dire les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde, mais c'est aussi le pays qui a le plus riche au monde, si on peut le dire ainsi. Le pays a le plus d'actifs au monde. la dette tout en favorisant la croissance. Troisième au classement, l'Angola, avec 2,99 milliards de dollars auprès du FMI. Et le but ici, c'est de pouvoir contrer les fluctuations des prix du pétrole et diversifier son économie. Quatrième, le Ghana. Avec 2,25 milliards de dollars de dette, le Ghana se concentre sur la stabilisation de sa monnaie et sa résilience économique. Cinquième à la liste, la Côte d'Ivoire, qui elle a une dette de 2,19 milliards de dollars pour soutenir des projets de développement et d'infrastructures. Le sixième au classement, c'est la RDC, République démocratique du Congo, qui, elle, détient une dette de 1,16 milliard de dollars, essentielle pour gérer les défis économiques dans une nation riche en ressources. Septième, l'Éthiopie, qui, elle, doit 1,31 milliard de dollars pour équilibrer les réformes et la reprise après des conflits internes. Huitième, l'Afrique du Sud, avec une dette de 1,14. Oh, là, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, l'Afrique du Sud, c'est particulier parce là, on voit, il n'emprunte pas beaucoup. 1,4 milliard pour une nation comme l'Afrique du Sud, il ne prête pas beaucoup, en tout cas, il ne prête pas beaucoup au FMI. Milliards de dollars. L'Afrique du Sud, elle vise une reprise économique et une croissance durable. Neuvième, le Cameroun, avec 1,13 milliard de dollars de dette. Le Cameroun, lui, renforce son cadre budgétaire et soutient des secteurs clés. Et puis dixième de ce classement, le Sénégal, qui lui a une dette de 1,11 milliard de dollars pour stimuler le développement et la stabilité économique. Mais quand on a fini de dire ça, on peut se poser une question. Peut-on réellement faire confiance au FMI? Déjà, il faut rappeler que le FMI intervient principalement à travers des prêts d'argent bien évidemment. Mais ces prêts viennent toujours avec des conditions très strictes qui sont généralement appelés programmes d'ajustement structurel ou PAS. Vous avez déjà certainement entendu ces mots-là si vous vivez en Afrique. Et c'est là d'ailleurs que les choses se compliquent. En fait, c'est dans la logique des choses. Quand on vous prête de l'argent, on veut quelque chose de parti. Maintenant, si acceptez notre argent parce que vous êtes en difficulté. Nous, en échange, vu que vous êtes en difficulté, on va abuser très certainement de vous. Que ce soit, vous savez, même Philippe Simon, c'est lui-même qui le disait, les meilleurs deals
se font avec des personnes qui sont en difficulté. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a un mal profond, vous pouvez demander plus pour moins. Et c'est ce qui se passe avec les pays d'Afrique. C'est qu'on les prête à des taux très élevés ou on les prête et derrière, je ne sais pas, on leur demande des conditions qu'ils ne devraient normalement pas. Parce que ces pays-là ils dépendent peut-être de la dette. Et dès lors que vous dépendez de la dette, c'est normal que vous, comme je disais, vous donnez plus que vous ne recevez. Ces conditions incluent souvent la réduction des dépenses publiques, la privatisation des entreprises d'État, et on va en parler, et l'ouverture des marchés. Mais pour beaucoup de pays africains, ces réformes ont eu des conséquences désastreuses. On va prendre quelques exemples concrets. Déjà, le cas du Sénégal, avec la privatisation de l'eau. Dans les années 90, sous la pression du FMI, le Sénégal a privatisé le secteur de l'eau. Résultat, une hausse des tarifs pour les consommateurs et un accès limité pour les populations les plus pauvres. Autre exemple, le Ghana avec l'austérité au niveau de la santé. Au Ghana, les programmes d'ajustement ont conduit à des coupes massives dans les budgets de la santé. Incroyable, c'est-à-dire c'est incroyable dans les conséquences. Comment on peut privatiser l'eau? L'eau. L'eau que votre population va consommer, vous privatisez, ça vous décidez de confier, par exemple là, c'est l'exemple du Ghana, votre santé à un autre pays, à un fonds, à, je ne sais quoi, une association qui vous prête de l'argent. Vous savez, c'est pour ça que je dis souvent, plus la population est éduquée, plus il y a de fortes chances qu'ils n'acceptent pas certaines choses. Parce que quand vous faites ça, et que vous êtes aux commandes, donc c'est la manette, au prochain mandat, soyez-en sûrs, on va vous virer. On va vous prêter de l'argent pour, et vous, en plus de ça, en plus du fait que vous donnez ces marchés-là à l'extérieur, on augmente les prix. C'est-à-dire, ça nous revient beaucoup plus cher. Ça veut dire qu'au final, votre politique n'est pas pour nous. Mais je sais pas, peut-être c'est pour vous. Parce que le but de l'État, c'est d'alléger les populations. C'est de rendre la population, comment dire, de faciliter la vie de la population au maximum. Le maximum possible. Donc, faciliter l'accès au travail, avoir une meilleure retraite, faire en sorte que comment dire, vos citoyens ont une meilleure retraite, faciliter, avoir des infrastructures de qualité, euh, un bon système scolaire, de santé, tout ça c'est pour qui? C'est pour le citoyen. Donc si vous faites des choses contre le citoyen, c'est que vous n'êtes vraiment plus pour le citoyen, c'est que vous n'êtes plus là pour ce pourquoi on vous a élu en tout cas. Du coup, il y a moins d'infrastructures, moins de personnel et une population qui paye le prix fort. Autre exemple encore, la Zambie, avec elle la spirale de la dette. En Zambie, les prêts du FMI ont créé une spirale de la dette, de telle sorte que le pays utilise plus de 30% de ses revenus pour rembourser la dette. Vous savez, la dette c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que dans la dette, il y a les intérêts de la dette. Parce que quand vous remboursez une dette, vous ne remboursez pas que la dette. Vous remboursez aussi les intérêts de la dette. Et dites-vous que parfois les intérêts de la dette, vous êtes endetté, vous êtes endetté. À chaque petit trimestre, vous vous endettez. À un moment donné, les intérêts de la dette peuvent être même plus élevés qu'une dette que vous contractez à un trimestre. Vous comprenez? Surtout si les taux sont élevés, c'est-à-dire 15%, si on est à ce niveau de taux-là. Peut-être je parle de quelque chose, 15% c'est énorme, vous voyez? Mais, si on est à ce taux-là, vous pouvez vous trouver en fin d'année en train de payer, d'avoir un intérêt de la dette que vous devez payer qui est plus élevé que la dette que vous avez contractée. Là, ça devient très grave. C'est pour ça que des fois, vous savez, dans les communiqués de presse économique des pays, vous allez voir, on a remboursé tant. Vous allez voir, votre pays a remboursé tant de sa dette. Mais en fait, ceux qu'ils ont remboursé n'atteignent même pas les intérêts de la dette qu'ils ont déjà contractée. Ou en tout cas, la somme des intérêts des dettes qu'ils ont déjà contractées. Ce qui laisse bien évidemment très peu de marge à l'investissement dans le développement. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Ce qui laisse d'ailleurs penser que le FMI, du moins c'est l'accusation qui lui est souvent portée, en réalité est au service des multinationales occidentales pour appauvrir l'Afrique. Je ne sais pas pour vous, mais quelle opinion avez-vous du FMI? Mais du coup, on pourrait se demander, avec de tels résultats, comment se fait-il que le FMI continue-t-il donc d'être utilisé par tous les pays, comme on vient de le voir là, plus haut?
Eh bien, le principal problème, en réalité, c'est que le FMI est contrôlé par de grandes puissances économiques comme les États-Unis, voire même l'Europe. Ces pays utilisent malheureusement parfois le FMI comme un outil géopolitique pour maintenir leur influence sur des économies africaines. Par exemple, en forçant l'ouverture des marchés africains, le FMI favorise les multinationales occidentales au détriment des entreprises locales. Comment imaginez-vous que certains pays africains puissent aller dans des logiques d'ouverture de leur marché alors même que ces pays ne produisent quasiment rien face à l'Europe? Comment imaginer qu'un pays comme le Cameroun, pour un exemple concret, qui produit très peu de choses, ouvre certains pans de son économie à de la libre concurrence avec l'Union européenne? Ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, je voulais jouer un match de football contre 10 Lionel Messi ou 10 Cristiano Ronaldo. Je vais perdre tous les jours, 100 buts à 0. C'est une image, mais elle n'est pas loin de la réalité économique que nos pays ont quand il s'agit de faire un deal de cette nature-là. D'ailleurs, même l'Europe elle-même, pourquoi elle n'ouvre pas donc ses frontières de cette manière-là avec les États-Unis? Parce qu'elle sait que même si elle a des atouts, elle ne peut pas rivaliser avec les États-Unis dans la production de certains domaines. Donc, du coup, l'Europe elle-même ferme ses marchés. Et pourtant, le FMI demande aux Africains, qui produisent encore moins, d'ouvrir complètement les vannes de la libre concurrence. Pour être... Vous savez, dans ce qu'il dit, il y a un peu de vrai. Mais il faut savoir qu'on le fait, mais jamais totalement. Je crois peut-être qu'il y a des secteurs qui sont totalement interdits. Voilà. Mais, par exemple, le cas de la voiture électrique. Vous savez, voiture électrique, ça bouscule beaucoup ici en Europe. C'est-à-dire, il y a des entreprises en Europe, comme Stellantis, des groupes d'automobiles, qui voient le chiffre d'affaires baisser. Donc, on connaît les conséquences. Chiffre d'affaires qui baisse, on renvoie beaucoup de personnes, etc. Et donc, ça crée des manifestations. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des entreprises chinoises qui viennent concurrencer ces entreprises-là sur le sol. Vous voyez que dans le problème n'est pas fondamentalement de dire je chasse tout le monde et c'est que moi dans mon pays qui contrôle. Parce qu'en fait, si tu fais ça, tu te fermes à toi-même. Tu te fermes à toi-même. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois créer un environnement dans lequel l'entrepreneur local, dans toutes les situations, est gagnant. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a un Tanzanien qui s'appelle Mohamed Dewji, si je me trompe pas. Il fait dans les tissus, etc. Et en fait, la Tanzanie, c'est un pays qui est producteur de coton. Et donc, c'est ça, c'est ce qui fait en sorte que lui, il est c'est-à-dire, vous pouvez pas venir concurrencer le marché. Vous pouvez pas venir le concurrencer. Les Chinois ne peuvent pas. Parce qu'en fait, lui produit localement le coton. Et donc, les tissus, tout ça derrière, il peut le faire à moindre coût que les Chinois. Parce que les Chinois, eux, même s'ils ont la matière première, ils doivent transporter la matière première pour acheminer chez eux. Ensuite, faire le produit fini, ensuite retransporter. Alors que lui, il n'a pas besoin de tous ces coûts-là. Lui, c'est localement. Et lui, il peut facilement dispatcher à d'autres pays d'Afrique. Donc là, c'est un cas concret un peu. Donc le but, ce n'est pas de fermer aux autres, non. C'est de créer, à partir de ce qui est là, un environnement qui va faire en sorte que l'entrepreneur local peut dispatcher aux autres et être le plus, comment dire, le plus concurrentiel, être celui qui, sur le marché, a le prix le plus attractif, en fait. Ce serait peut-être le même cas avec d'un côté, avec la raffinerie. Si le Nigeria, lui, fournissait le pétrole qu'il veut depuis, par exemple. Concret, les États-Unis détiennent environ 17% de droits de vote au FMI, ce qui leur donne un pouvoir de veto. En 2023, plus de 40% des prêts du FMI concernaient les pays africains. On pense donc d'ailleurs pour certains que c'est l'Afrique qui fait vivre le FMI. Parce que si tu enlevais l'Afrique, il n'y aurait plus beaucoup de personnes là-bas. Malheureusement. Alors, pour sortir de cette vidéo, est-ce que nous avons des alternatives au FMI? Face aux critiques, certains pays africains explorent des alternatives. Et l'une, clairement, c'est la Banque africaine de développement, qui propose des financements, eux, plus adaptés aux réalités locales. Aujourd'hui, nous avons les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui offrent également des mécanismes de financement alternatifs, mais avec des ressources encore limitées pour le moment. Donc on espère qu'avec les années, les BRICS vont être une véritable alternative aux institutions de Bretton Woods, offrant donc la possibilité aux pays africains de pouvoir s'endetter avec peut-être moins de contraintes, ou du moins de prendre des endettements qui ne vont pas les conduire à plus de dépendance économique. Je dirais donc au sortir de cette vidéo que le FMI est présenté souvent comme un sauveur, mais malheureusement les solutions qu'il a proposées ont souvent aggravé les maux du malade, qui est ici bien évidemment plusieurs pays africains.
Il vient pour normalement résoudre des problèmes, mais à la fin de la journée, bah, ça se passe plus mal qu'au départ. Mais comme nos pays sont dans les contraintes dans lesquelles ils ont besoin d'argent, un pays comme le Ghana, Nana Akufo-Addo, qui avait dit qu'il ferait tout pour ne pas aller au FMI, s'est quand même retrouvé à devoir aller tendre la main encore au FMI. Donc nous sommes dans des états dans lesquels, malheureusement, nous ne sommes pas encore assez puissants et forts économiquement pour nous passer de cette aide-là. Vivement qu'il y ait donc des alternatives pour les pays africains. Et toi, est-ce que tu crois au FMI, son rôle et son apport pour l'Afrique? Laisse-moi ton avis en commentaire et partage la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent répondre à cela. Peace. Personnellement, mon avis, c'est pas le FMI le problème. C'est comment trouver des idées assez brillantes qui vont faire en sorte de totalement se cacher d'eux. C'est ça. C'est comment générer de l'argent. Parce que c'est vraiment ça. C'est quand on a des États. Si on veut considérer nos États comme des entreprises, c'est que nos États sont tombés en faillite. Parce qu'en fait, c'est tout dans le négatif. Négatif, négatif, négatif. 2024, négatif. 2025, ce sera négatif. Négatif. En réalité, si on était les investisseurs, s'il y avait une action Cameroun, Sénégal, tout ça en bourse, personne n'investirait dedans. Personne. Personne. Même les traders ne traderaient même pas ce type d'action peut-être. Donc, c'est déplorable à dire comme ça. Mais en fait, c'est la réalité. Il faut un management beaucoup plus performant que ce qui est déjà là. Mais quand je parle de beaucoup plus performant, il faut vraiment beaucoup. Il faut pas juste la volonté la volonté de vouloir se libérer. Non. Il faut des personnes vraiment compétentes. Parce que la volonté, je pense il y a la volonté. Mais les compétences réelles même ne sont pas là. Parce que la volonté, non. Je pense qu'il y a la volonté. Mais c'est au plus au niveau des compétences. Parce qu'en réalité, vous pouvez avoir la volonté de vouloir faire quelque chose. Et si vous n'avez pas les compétences, arriver où vous voulez arriver, il y a de grandes chances que vous n'arrivez jamais.